Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source qui vous offre une vision et un éclairage unique sur l'industrie du sport et du divertissement. Toutes les 2 semaines, leaders de l'industrie et personnalités du sport partageront leurs visions, leurs astuces et les nombreuses facettes de notre écosystème. Nous vous ferons rencontrer d'anciens athlètes et hauts dirigeants d'organisations sportives, d'entreprises de médias et de technologies, de sponsors et d'agences numériques. Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner. En France, le football américain progresse d'année en année, mais son développement professionnel reste assez restreint. C'est le problème auquel Marcangelo Souma a décidé de s'attaquer. Dans ce nouvel épisode Le Corner, on a reçu l'ancien capitaine de l'équipe de France et premier joueur formé en France à avoir joué en NFL. Aujourd'hui, il est directeur général de la Paris Football Team, première franchise professionnelle française qui intégrera la ligue fermée de l'EFL en juin 2023. Au cours de cet échange, il nous explique les enjeux et le potentiel de son projet et l'intérêt de cumuler vision américaine avec méthode française. On vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du Corner. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Marcangelo Souma. Salut Marcangelo, comment vas-tu ? Ça va bien, bonjour à tous. Alors, je dois être honnête, on a essayé, on a eu pas mal de problèmes, mais là, je suis très content de t'avoir enfin. Et en plus, t'arrives après avoir eu un épisode avec Pierre Trochet, qui est le président de la Fédé internationale de foot américain. Comme on a l'habitude un peu sur ce podcast pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter brièvement pour que les gens te connaissent ? Oui, alors, je m'appelle Marcangelo Souma, je suis ancien joueur de football américain, j'ai joué en championnat de France, en équipe de France, en NFL Europe et en NFL. Ensuite, je me suis recyclé plutôt dans la gestion du sport. Et donc, je suis passé par le basket, le foot, le rugby. J'ai été président de la fédération de football américain. Là, je travaille au tennis de table et actuellement, je suis sur le lancement d'une franchise ELF à Paris qui jouerait donc dans une ligue privée dans un championnat européen. Ok, bon alors, tu vas me laisser un peu unpacker tout ça et prendre un peu de recul. Je me focalise sur le début. Donc toi, tu rentres dans le sport en tant que sportif professionnel, athlète. Donc, tu es un des premiers joueurs à avoir joué en NFL, c'est ça ? Exact. Le premier joueur formé en France à avoir joué en NFL. Avant, il y avait eu Richard Tarditz, mais Richard Tarditz avait fait l'université de Georgia, donc il avait été formé là-bas. Et moi, je sors du championnat de France. Et donc, ok, alors, avant même de dire les enjeux de ta carrière, tout ça et tout, pourquoi le foot US en tant que Français ? Bah, moi, je suis un amoureux du foot au début. Mon premier amour, c'est le foot, ok. Donc, je suivais ça et à un moment, je découvre, alors par la 5, un sport qui est un peu bizarre, qui rentre dedans, mais qui a beaucoup de tactique et tout ça, et je m'y intéresse. Et finalement, je commence à me renseigner. Et à l'époque, tu sais, c'était les gros téléphones, il n'y avait pas Internet. Donc, je regarde un peu sur le bottin et tout, et je vois qu'il y a 2 clubs, un à Joinville, un à Nogent à l'époque. C'est un peu loin de chez moi parce que j'habitais Brie-Comte-Robert, donc Okay. En Seine-et-Marne. Mais j'y vais, et puis je suis un petit junior, et je commence comme ça, et je tombe amoureux du sport, quoi. Je tombe amoureux du sport. Ma deuxième passion naît, et elle a pu su. C'est quoi qui t'a plu direct ? C'est le, enfin, j'en sais rien. C'est L'aspect tactique. C'est l'aspect tactique. Ouais, l'aspect tactique qui m'a plu direct parce que bon, au début tu vois que c'est haut en termes de physique, mais rapidement tu te rends compte que c'est hyper tactique et que l'entraîneur est un joueur à part entière dans le jeu, quoi. Et ça m'a vraiment plu. Et donc je me rappelle que avant même de commencer le football américain,
je détaillais les tactiques que les équipes utilisaient. Donc, j'étais déjà là-dessus sur l'analyse tactique. Et donc, t'as toujours voulu être coach, ou en tout cas, est-ce qu'il y a un capitaine au foot américain? Ouais, il y a un capitaine. C'est le quarterback? Ou il y en a plusieurs? Ça dépend. C'est, on aimerait, bien entendu, que ce soit souvent le quarterback, et il y en a plusieurs. Il y en a 2 par escouade. Des fois, il y en a plus. Rapidement, moi, ce qui m'a intéressé, alors j'étais pas vraiment un leader quand je suis rentré. Je suis devenu un leader en jouant au football américain. Okay. Mais moi, c'était vraiment l'aspect tactique. L'aspect physique, c'était fun et tout, mais j'étais pas le plus costaud, loin de là. Donc, l'aspect tactique m'intéressait. Ok. Et du coup, ouais, c'est ça qui te donne les tripes et qui te fait aller. Du coup, tu fais tes classes en France. Tu deviens équipe de France, tout ça. C'est quand que tu vas aux US? C'est à partir de quel âge? Quand je commence, je suis déjà quand même, j'ai 18 ans. Hein, quand je commence. Ok. Donc c'est pas. Ouais, t'as commencé à 18 ans. Ouais. C'est pas un sport que j'ai commencé très tôt. Hein. Moi, j'étais foot, basket et foot, c'était mon amour. Quoi. Donc quand je commence, j'ai 18 ans, je suis junior 2e année. Je fais 3 ans au Météor de Fontenay-sous-Bois à l'époque de Nogent. Mais en fait, dès que je commence en junior, on me met directement en senior. Ce qui fait que mon premier match, c'est un match senior, moi. Là, et alors junior, c'était juste le truc que j'ajoutais par rapport à ma saison senior, quoi. Donc c'était cool. Mais j'étais directement senior et dès la 2e année, ben je suis sélectionné en équipe de France. Parce que on monte ma première année et donc la 2e année en élite, bah je fais une très bonne saison et donc dès la 2e année, ils me sélectionnent en équipe de France, ils me disent ouais, il y a quelque chose à faire. Après, je transfère au Flash pour jouer la Coupe d'Europe. Et au Flash et en équipe de France, je me fais remarquer par la ligue qui existait, la NFL. C'est quoi le Flash? Le Flash de la Courneuve. C'est comme le flag ou pas? Non, c'est le Flash de la Courneuve. C'est un club qui est... Ah ouais, ok, le club de la Courneuve. Ok, d'accord. Et donc j'évolue avec eux. Et après, je me fais remarquer par la NFL Europe qui existait à l'époque. Et on m'invite à 3 camps de détection. Alors les premiers, c'est en Europe. Puis après, tu te retrouves dans un camp du côté de la Floride. Et on te mélange avec les Américains, là. Et les mecs, tu les vois débarquer. Combien t'arrives, t'es 300, t'as des énormes costauds ricains qui jouent à ça depuis qu'ils ont 11 ans. Voilà. Qui ont les dents qui percent, qui ont des contrats avec des équipes NFL et qui sont là juste pour prendre du temps de jeu. Donc, t'es au milieu de tout ça, tu te dis, ah ouais, ça a l'air sympa et tout. Mais rapidement, l'aspect compétitif reprend, quoi, parce que au début, sur la première fois, tu regardes en disant waouh, c'est mortel. Ouais. Dès qu'il y en a un qui t'attaque, il est fou lui ou quoi? Ouais. Tu commences à répondre quoi. Voilà. Et tu regardes au début, t'es fasciné, mais après tu réponds quoi. Ouais, dès que t'es dans la compétition, il y a plus d'admiration. Et du coup, c'était quoi les grosses différences pour toi? Enfin, sur ces premiers camps ou les premières fois que t'as rejoint une franchise ou autre, c'était quoi vraiment les grosses différences ou ce qui t'a marqué en fait? Écoute, je me souviendrai toujours de mon premier entraînement parce que j'avais envie de pleurer à la fin. Mais vraiment, littéralement, quoi. Parce que je fais tous les camps avec les Européens, les Japonais, les Mexicains, ça va et tout ça. Et d'un coup, il y a les Ricains qui se pointent. Et là, c'est le niveau NFL. Et je me souviens, mon premier entraînement, j'arrivais même pas à sortir de ma position, tu vois. Parce que les mecs, ils étaient tellement forts, tellement rapides, tellement puissants. Et c'était humiliant pour moi. C'était humiliant. Et à la fin de l'entraînement, je retourne vers le vestiaire et j'ai envie de pleurer, je suis furieux et il y a le coach qui passe à côté de moi et il me regarde il voit que je suis vénère et tout, il me fait alors comment ça s'est passé et je le regarde avec un air et il rigole et en fait c'est là qu'il m'explique, il me dit c'est ton premier entraînement face à des Américains du niveau NFL, on s'attendait pas à autre chose. Et ça m'a énervé aussi. Ça veut dire que, ouais, tu me prenais. Ça veut dire qu'il y a 2-3 niveaux de différence, voilà. Direct. Et directement, à partir de ce jour-là, pendant tout le reste du camp, là, je venais tout le temps, 30 minutes avant, pour m'entraîner. T'échauffer. Pour ces trucs, quoi. Ouais. Même pas m'échauffer, m'entraîner sur certaines tactiques.
Je suis allé voir le coach des DB et je lui ai dit ouais, comment vous faites ça, comment vous faites ci et ça, comment t'as regardé comment je suis passé, comment je l'ai pas fait. Il m'a donné des conseils. Le coach receveur m'a aussi donné des conseils, mais c'est le coach DB qui m'a donné le plus de conseils. Et donc à chaque fois, j'arrivais 30 minutes avant et je travaillais tout ça. Jusqu'à ce que la deuxième semaine, là, je commence à botter des fesses. Et là, les gens étaient ah ouais, Frenchie, ouais. Ok. Ok, ils ont commencé à comprendre que finalement, ok. Voilà. Mais quand tu dis que tu avais envie de pleurer, c'était pas tant sur la dimension physique où tu vois où t'étais rincé et t'étais là en fait t'es ah mort. Non. C'était plus sur le fait d'être incapable, enfin d'être voilà. Ils étaient intouchables et t'arrivais pas à tu te faisais manger quoi. Voilà, j'arrivais pas à les mettre sur leurs talons. J'ai dominé partout où je suis passé. Et là, je suis dominé. C'est même pas je suis au même niveau, c'est je suis dominé et même pas d'une petite tête. Non, je suis dominé de la tête et les épaules. Les mecs tactiquement sont plus loin, physiquement sont plus loin, en termes de vitesse, ils sont loin. J'arrive à rien faire. Je suis la victime sur le terrain. Ça, c'est dur à vivre, mais ça te remet directement en cause. C'est, il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses là, rapidement. Ouais. Et donc, en même temps, si tu me dis qu'après t'arrivais une demi-heure ou une heure avant à chaque fois à l'entraînement et t'as vite mis quelque chose en place pour pallier à ça, quoi. Oui, mais c'est un peu partout pareil, hein, que ce soit dans le sport ou dans les autres domaines de la vie, dans le boulot et tout. Il y a un moment, tu regardes dans le miroir, tu sais où t'es. Et tu décides de là où tu veux aller. Et qu'est-ce que tu fais pour aller là-bas? La règle, elle est partout la même, hein. Les règles qu'on utilise dans le sport, tu les utilises dans la vie, t'auras du succès. Donc, c'est être conscient. Ouais, c'est assez lié à la vie d'un entrepreneur qu'on connaît pas mal sur les startups ou autre. Exactement. Tu vois, l'entrepreneur, c'est qu'à un moment, il regarde le marché, il regarde sa boîte, il regarde ce qu'il fait avec honnêteté. Il se dit voilà, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et qu'est-ce qu'il met en place pour atteindre le niveau où il veut aller, quoi. Ok. Et du coup, après, une fois que t'as fait ce camp, c'est quoi? C'est au bout de 2 semaines, ils se disent, ah putain, le Frenchie, il est pas si mauvais que ça, il commence à botter des culs. Et du coup, t'as une proposition, il y a des tours de draft, ça se passe comment encore à l'époque? C'est au bout d'un mois, en fait. T'as un mois de camp, et au bout d'un mois, il y a un mois de camp, et alors, d'abord, il y a 3 semaines de camp, et ensuite, il y a une espèce de draft entre les équipes. Ok. Et surtout pour les nationaux. Et là, tu es assigné à un camp. Et nous, à l'époque, les Français, parce qu'on n'avait pas de franchise en France, nous, on nous envoyait plutôt en Espagne, qui était culturellement proche et tout. Et donc, moi, j'étais prévu pour aller en Espagne. Et d'un coup, j'apprends que non, tu vas à Francfort. Et là, pareil, je me souviens parce qu'il y a beaucoup d'Allemands qui étaient dans le truc, et je me souviens du commentaire du coach. Il me dit, tu vas où alors? T'as été drafté par qui? Je fais, ouais, Francfort. Il fait, Frenchman in Germany? Good luck, baby! Mais ça a été la meilleure chose qui puisse m'arriver. Pourquoi? Parce que j'avais un coach offensif là-bas dont je comprenais la philosophie et je comprenais ouais, t'avais un bon feeling avec lui, quoi. Et puis niveau tactique, ça matchait, quoi. Voilà. Du fait de plusieurs éléments, le receveur allemand s'est blessé juste avant le début de la saison. J'étais avec Patrice Cancel qui était pas encore prêt à être titulaire. Et bon, bref, j'ai eu l'opportunité de commencer en tant que titulaire dès le premier match. Et ça, c'était la NFL Europe, hein? Ouais, la NFL Europe. Moi, j'ai jamais rendu la place. On m'a donné l'opportunité, j'ai jamais rendu la place. Je me suis dit non, hors de question. Donc, j'ai pu faire, et en plus, le public a été génial, et je me suis bien fondu dans l'esprit de la franchise. Ce qui fait que j'ai passé 4 ans là-bas, et pendant 4 ans, ça a été merveilleux. Donc 4 ans de vie à Francfort, et t'as kiffé les bretzels et tout ça, quoi.
Enfin, t'avais une expérience de vie incroyable en plus du côté pro et des entraînements. Bah ouais, Francfort, c'est une ville très internationale. C'est vraiment sympa. Bon, moi, j'ai eu l'expérience du sportif pro en Allemagne, donc c'était vraiment cool, quoi. Je me suis vraiment amusé. Et puis, j'ai pu me développer sur d'autres trucs en parallèle parce que je passais des diplômes en France en même temps que je poursuivais ma carrière pro, quoi. Ok. Et du coup, c'est 4 ans et après. Bah, en fait, dès ma première année, il y a des équipes NFL qui veulent me signer, mais le commentaire c'était ouais, il est pas assez lourd, il faut qu'il mette du muscle. Faut qu'ils prennent de la masse, quoi. Ah ouais, voilà. Et je me souviens à la fin de ma première saison, le head coach me dit l'année prochaine, faut que tu fasses 10 kilos de plus, quoi. Ah ouais, Donc, c'était clairement dans les objectifs ah oui, à oui. atteindre, c'était Ah oui. masse musculaire, tu prends 10 kilos et. Bah, j'étais un peu fluet quand même par rapport aux autres. Donc, je reviens avec 5 kilos de plus. Je suis content, mais eux, ils sont pas contents. Ouais, t'as fait que 50% du job, quoi. Ouais, mais mon corps pouvait pas supporter 10 kilos de plus, quoi. J'allais à la muscu et tout, mais tu vois, 10 kilos, c'était beaucoup trop. Donc voilà, je reviens avec 5 kilos, ça se passe bien. La deuxième saison, elle est un peu plus compliquée parce que c'est vraiment la confirmation, mais je confirme. Et c'est la troisième saison où vraiment j'explose. Et là, Au niveau des stats et de tout ce que tu fais, quoi, dans le collectif. Sur le match, au niveau de, tu vois, j'étais le spécialiste des troisième et longue. Troisième et longue, on envoie Marco, voilà. On me fait rentrer pour la troisième tentative et longue, je gagne la première tentative, je ressors, tu vois. Donc là, les coachs sont vraiment contents. Et là, la NFL appelle et me fait signer, et les Browns de Cleveland me font signer un contrat. Et je me retrouve à jouer 4 matchs de pré-saison avec eux. Et alors, c'est un autre monde ou c'est alors, la transition, elle est moins brutale, j'imagine, que le camp en Floride. Moins brutale. Bah, disons, j'étais vraiment allé à bonne école avec Francfort parce que il nous passait à la moulinette de c'est la NFL, quoi. Notre coach était un ancien des Steelers de Pittsburgh, donc il travaillait comme à l'époque des Steelers de Pittsburgh. Okay. Il avait été coordinateur offensif pour les Chargers. Ouais, t'étais déjà dans le mood NFL, en fait. Voilà. Donc, le cahier de jeu, moi, j'arrive à Cleveland, c'est plus détaillé, on va plus vite, mais le cahier de jeu, foncièrement, c'est la philosophie que je connais, quoi. Enfin, pas forcément cette philosophie-là, mais je le comprends facilement. Donc, je suis déjà dans le mode NFL. La différence, c'est que dans le camp NFL, tout le monde est mortel. Non, mais quand je dis mortel, c'est tout le monde est mortel. Le dernier cornerback que je face, c'est juste la star de l'université de Floride. Tout le monde est mortel, tu vois. Et il y a un autre aspect par rapport à ça, c'est que on sait qu'on est tous en compétition et que ça peut couper à n'importe quel moment. Donc c'est la guerre permanente. Chaque jeu, tu dois gagner ta place. Ouais. Et on a beau être dans la même équipe, c'est la guerre. Tu l'as vraiment ressenti, ça, ce côté moins pas collectif, mais plus ce côté c'est mes stats, c'est mon truc, et c'est tout le monde a la dalle et tout le monde doit montrer. C'est un peu. Ouais. C'est pas. Mais ça en devient toxique ou non. Quand je t'entends, j'ai l'impression qu'il y a Non, du tout. C'est pas toxique. C'est juste, on est ici pour gagner sa place, pour se faire une place dans le roster. Donc on va être hyper compétitifs les uns les autres. Mais pas au point de faire des mauvais coups ou quoi que ce soit, parce que ça reste une équipe de football américain. Donc t'es en concurrence avec d'autres gars, t'es en concurrence avec la défense, t'es en concurrence avec tout, et on regarde pas spécialement les stats, mais plutôt l'impact que t'as sur le jeu, tu vois. Et donc ça, sur ça, c'était la guerre ultime, quoi. Bon, à la fin, tu te mets quand même un barbecue et une bud avec les gars, quoi. Pire. À la fin de l'entraînement, quand tu rentres dans le vestiaire, vous redevenez potes. Ok. Par contre, il y avait des règles que moi j'avais pas forcément, tu vois. Du style, rapidement, on me fait comprendre que il y a les titulaires et il y a les remplaçants.
Ok. Ouais. Bah, il y a forcément du bizutage, j'imagine, à ce moment. Enfin, Ouais, il y a du pas de bizutage. bizutage, mais ouais. Enfin, vas-y, je te Mais laisse. Vas-y. plus des codes. Ouais. Les titulaires, foncièrement, ce mec-là a un contrat avec quelques millions dessus et tout. Il est censé faire la saison, donc ne fait rien pour le blesser. Tu vois? Et toi, tu y es allé comme un pimpin direct. Bah, en fait, j'ai eu un souci, c'est que les titulaires ont identifié au début que j'étais le moins bon. Donc, ils veulent passer contre moi pour se faire bien voir. Et tout le monde veut passer contre moi pour se faire bien voir. Tu vois? Mais au bout de quelques jours, tu comprends, t'analyses, tu fais, ah, ok, d'accord, voilà, c'est ça, lui, sa faiblesse et tout. Et tu commences à jouer. Et, je passe contre, alors, je crois que c'était Dallon McCutcheon, un titulaire, cornerback. Il avait le numéro 33. Et, je l'enfume. Sauf que moi, je suis le Frenchie, je suis le dernier du truc. Donc, il est vénère et tout. Et quand je repasse, il bouge le mec qui est censé passer devant moi pour passer devant moi, ouais. Pour passer contre moi. Et je le rends en fume. Je l'enfume et je marque. Et donc, il rage. Et je suis dans la zone d'embut et il me pousse. À la fin du jeu, il me pousse. Et là, je réfléchis pas. Moi, je me relève direct et je lui saute dessus. Donc, ça fait une bagarre. Tu as les défenseurs qui rentrent, les attaquants qui rentrent. Ça fait une petite bagarre générale et tout. Bon, C'est ça encore arrive, le quoi. Frenchie qui fout la merde, quoi. Voilà. Mais le Frenchie qui fout la merde et qui fout la merde contre un titulaire, qui a sauté sur un titulaire. Mm. Et donc, les mecs me disent, mec, ça se fait pas. Tu le fais C'est pas. cinglé, quoi. Et fais gaffe, le coach va venir te voir. J'espère qu'il va pas te cutter, quoi. Et en effet, le coach vient me voir. Il me dit, c'est bien, t'as des couilles, j'ai aimé. Ouais, voilà, c'est ça. Et en partant, il me dit, ne le refais plus jamais. Ouais. Les Ouais, je vois petits bien. trucs comme ça, les petits types, il y a des codes. C'est un peu partout dans les équipes, dans les championnats, il y a des codes par rapport à ça. Tu vois, au foot, ici en France, c'est la place du bus, tu vois. Il y a des petits Ouais, trucs. mais t'as tout dans tous les sports, même le 10, tu le touches pas, enfin, t'as deux, trois joueurs stars, tu les touches pas, Voilà. c'est quel que soit ton sport, de toute façon. Tu vois, il y avait un coach qui disait, c'était à l'époque avec Eddie George, le coureur de Tennessee. Il disait au début du camp, il disait ouais, on est tous là pour gagner sa place, on y va à fond et tout ça et tout. Et il dit ouais, mais 2-7 là, le numéro 27 là, personne ne touche. Le numéro 27, il paye l'école de mes enfants. Grâce à ses frères. Le numéro 27, il paye nos salaires ici. Donc personne le touche. Tu vois, Au moins, c'est clair. Au moins, c'est voilà. transparent. Tu sais le cadre dans lequel tu dois jouer, quoi. Voilà, tu sais, tu comprends, voilà. Sauf que moi, j'arrive de France, j'ai pas nécessairement ces codes-là. Donc, Ok. au début, il me faut, allez, un bon 2 semaines pour bien les comprendre, bien les intégrer et pour pouvoir en profiter après. Parce Et que du coup, le après, truc tu que restes j'ai combien de compris, temps? c'est Parce que, qu'après, t'es tout de suite, tout le monde te connaît, du coup. Enfin, voilà, en moins, en une semaine, tout le monde te connaît. voilà. Alors, pas sur la bagarre. La bagarre, tout le monde me connaît, ouais, mais c'est connaît négativement, tu vois. Mais par contre, le fait de passer contre les titulaires et de les battre, là, Hmm. les gens te connaissent. Ah Ouais. ouais, il est passé contre lui, il l'a fumé. Ah oui, il est passé contre lui, Il l'a fait deux fois. voilà. T'es pas juste, ouais. Tu vois, c'est pas accident. Et après, tu passes contre les autres titulaires et tu performes. Donc, ah ouais, d'accord. Ok, lui, il peut jouer. Et après, quand on a fait les matchs amicaux, le premier, je marque. Et le deuxième, malheureusement, à la fin du match, le touchdown, je marque, mais le touchdown, il est quand même annulé parce qu'il n'y a pas de revue vidéo. Donc, tu vois, je me fais remarquer. Et ça, c'est cool. Hmm. Bon, après, l'autre aspect qui était, je comprends. J'arrive en camp NFL, j'ai 30 ans. Ok, ouais. Tu vois, Et en général, la moyenne d'âge, c'est quoi? C'est 22 ou tu 25 ans? commences à 22, 23. Hmm. Quand tu arrives à 30 ans, en général, t'es à la fin de ta carrière en tant que receveur, quoi. Donc, Ouais. j'arrive là-bas. Il n'y a pas tous les programmes de soutien aux Européens. Je suis vraiment concurrence avec un RIC, un point final, quoi. Et Hmm. j'arrive jusqu'au dernier cut.
Et là, ils choisissent de garder CJ Jones, qui était un receveur de 22 ans, et qui avait toute sa carrière devant lui, alors que moi, ils se disent, bon, bah, c'est un coup, mais c'est pas un titulaire, il a 30 ans, l'année prochaine, probablement, il prend sa retraite, tu vois. Donc, Ouais, c'est genre juste pour une année et tout, alors que là, on mise sur un jeune qui a 8 ans devant lui ou au moins voilà, 4 ans. tu vois. La carrière moyenne en NFL, elle est de 3 ans. Moi, j'arrive Ouais, à c'est 30 court hein, ans, par rapport aux autres sports. c'est compliqué. C'est compliqué. Je comprends leur choix, même si je suis pas d'accord avec leur choix. Mais je comprends. Et du coup, toi, après ça, c'est ce que tu expliquais au début, c'est qu'après, tu te dis, bon, t'en as profité, enfin, tu t'expliquais que tu avais fait aussi un peu une double carrière où tu t'es formé tout au long de ta carrière pro, entre guillemets, à côté. C'est quoi? Tu te dis, ok, bon, bah, sur le terrain, ça va plus être possible où j'ai atteint le climax. Je vais en dehors du terrain côté management et je vais voir ce que je peux faire. Ou c'est quoi ta réflexion à ce moment-là? Ben, quand je suis rentré en tant que pro, déjà, je passais déjà des diplômes. Donc, en rentrant, en étant dans le système, là, j'ai fait le CDES de Limoges. Ouais. Pendant que je faisais ma carrière. Donc, j'arrête la NFL, je retourne en NFL Europe. Et là, j'étais déjà sur mes formations et tout ça. Donc, j'avais déjà décidé de continuer à bosser dans le sport. Ouais. Tu avais déjà pris la décision avant même de terminer ta carrière pro de faire une carrière dans le sport, mais plus du côté management de l'autre côté, quoi. Donc, quand j'arrête finalement ma carrière professionnelle et que je rentre en France, en fait, j'arrête la carrière professionnelle du côté des États-Unis, mais je rentre en France et je continue de jouer avec mon club en équipe de France et tout ça. Et donc là, je suis sur le couple. Je travaille dans des organisations sportives et je continue d'être capitaine de l'équipe de France et jouer avec mon club du Flash. Okay. Ça, je le fais. Et là, je commence mes expériences au hand, au rugby. Et c'est tout ça qui t'amène derrière à finir président de la Fédé, quoi. Bah, directement. Le plus drôle dans tout ça, c'est que quand je suis élu président de la Fédé, il y a peu de gens qui savent qu'en fait, je suis diplômé du sport et que je travaille dans le sport. Ouais, ils pensent tous qu'en fait, t'es un ancien joueur qui a gagné sa place parce que t'es juste un des meilleurs joueurs qui existent en France, quoi. C'est ça. Donc, ils connaissent... La belle vision de l'athlète version française, quoi. Voilà. Ils connaissent, ils savent que je suis quelqu'un de fiable, que voilà, je suis pas un arnaqueur, mais ils connaissent pas mes compétences derrière. Ce qui fait que ils savent pas que j'étais au RCT, que j'ai bossé à la Ligue nationale de hand. Ils savent pas tout ça. Ils m'élisent. Et donc t'as fermé des bouches assez rapidement du coup, comme sur le terrain. Ben, je peux mettre en place des choses qui sont et ils le voient un peu comme mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il va vers ces trucs-là, et tu vois, mettre en place un organisme de formation, mettre en place des trucs comme ça, pour eux c'est qui c'est qui lui a parlé, qui c'est qui lui a glissé ces idées-là ouais, normalement c'est un peu du business as usual et on change rien et tout, et le mec okay. J'en profite pour mettre la Fédé sur la voie d'un développement possible vers le futur, quoi. Avec des axes, avec des orientations. Alors bien sûr, en plus, on n'avait pas d'argent, on était en déficit. Il fallait faire tout ça avec un déficit. Avec rien, quoi. Ouais. D'ailleurs, je voulais te demander, toi, c'est quoi? Bah, t'as fait joueur, t'as été dedans. Bon là, après, il y a les nouveaux projets, on va en parler ensemble. Mais ta vision sur le foot US là, au cours de ces 20 dernières années, enfin, si je dis jusqu'à il y a un an, entre NFL Europe qui s'est fermé. Ton passage à la Fédé, c'est comment tu vois en fait le foot US en Europe de ton point de vue un peu professionnel, tant sur ta carrière en tant que joueur, mais aussi après dans l'administration, quoi. Alors, il y a vraiment de gros déséquilibres en Europe par rapport au développement du football américain. Tu prends l'Allemagne, tu prends la France, ça a rien à voir. Tu prends l'Autriche, tu prends la France, ça a rien à voir. Mais c'est aussi parce que il y a moins de concurrence et plus d'opportunités dans ces pays-là par rapport au sport de grand terrain. Et à côté, c'est aussi parce que eux, ils ont une culture sportive qui est plus tournée vers le développement, vers le business que nous. Voilà. Et là-dessus,
nous, si on prend pas le tournant de la prise en compte des modèles économiques et du professionnalisme. Alors, quand je dis professionnalisme, c'est plus dans la manière de gérer que vraiment le pur professionnalisme. Faut comprendre, un club de football américain, tu le montes pas comme ça avec, ouais, on a 15 gars qui veulent jouer et c'est parti. Il faut pas mal de choses autour, il faut du coaching, il faut de l'arbitrage, il faut de l'équipement. Et puis c'est plutôt lourd. 60 gars en plus. Voilà, tu vois. C'est lourd une structure de football américain. Et forcément, ça entraîne que ça doit être géré d'une manière professionnelle. Mais du coup, ça veut dire que au-delà de la culture qu'il peut y avoir en Allemagne, en Autriche, et d'ailleurs j'ai découvert ça avec Pierre dans le podcast qui m'expliquait avec les bases militaires américaines, il y avait plus cette culture-là de base, mais c'est que en France, on reste encore sur une pratique plutôt amateur ou entre guillemets dans une logique type sport fédéral, alors que de l'autre côté, enfin outre-Rhin, en Allemagne ou Autriche même, c'est plus un côté c'est type closed league à l'américaine où c'est vraiment une entreprise pure et ça va tout droit quoi. Ah oui, et oui. Et puis il y a pas de rugby dans ces pays. Tu vois, ça veut dire que sport de grand terrain, t'as le foot. Et derrière, directement, t'as le football américain, quoi. Il y a cette opportunité culturelle sportive, mais derrière, il y a aussi le fait que culturellement, dans leur manière de gérer les clubs sportifs, ils vont chercher des partenaires. Ils doivent satisfaire leurs sponsors. Ils vont avoir cette habitude de lever de fonds pour juste financer une pratique sportive, que ce soit amateur ou pas, tu vois. Nous, on est beaucoup sur la subvention, l'école, la mairie et tout ça, ce qui est bien. Hein. Mais à un moment, la mairie, elle a pas forcément les sous. 2, la mairie, elle a des objectifs aussi, donc elle va te dire partage mes objectifs, qui sont pas forcément des objectifs de pratique pure. Profession, ouais. Voilà. Et 3, il faut trouver des fonds pour un sport qui demande beaucoup d'organisation. Forcément, si on n'a pas cette culture-là, eh ben on se retrouve à vivoter. Mais les autres avancent à côté. Quoi. Et du coup, c'est un peu comme ça que t'expliques. Alors j'ai 2 questions parce qu'il y a à la fois le fait qu'il y a eu NFL Europe qui a vivoté mais qui a pas trop marché. Et donc j'aimerais t'entendre là-dessus pour comprendre dans quelle mesure peut-être que c'est parce que les Américains sont venus en se disant qu'ils vont répliquer leur modèle à 100% sans trop s'adapter à la réalité du terrain et donc peut-être que c'est pour ça. Mais après j'aimerais aussi t'entendre sur du coup le nouveau projet et d'ailleurs pourquoi ils viennent d'abord en Allemagne. Maintenant je pense que je comprends pourquoi. Et ce que ça veut dire pour toi. Mais NFL Europe, du coup pendant plusieurs années, enfin années 2000, 2010. C'est quoi qui fait que ça marche pas ou en tout cas que ça s'est arrêté? Il y a 2 choses. Hein. Il y a ça marche pas et ça s'est arrêté. C'est 2 choses différentes. Okay. Parce que quand on regarde, typiquement, moi j'étais à Francfort, on mettait une moyenne de 35 000 personnes dans le stade. Avec des pics à 60. Tu vois le truc. Ouais. Sauf que pour les Américains, leur vision, elle est pas la même. Eux, c'est des stades de 100 000. Donc, quand il y a 35 000, ils disent, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais, tu vois, ouais, non, mais je vois. Ouais, vraiment je vois une déconnexion entre 2 visions différentes. Eux, c'est des ricains. Leurs stades sont pleins à 60, 70 000, 80, même 100 000. Et ils s'attendent à la même chose en Europe. Avec des prix tarifaires où le billet, il est à 100 €. Quoi. Nous, c'est pas du tout notre tradition européenne. Le billet, il doit être à 20, 30, 40 €. Ouais. Et les gros matchs, déjà, c'est sérieux. Ouais. Et on va pas amener 70 000 personnes dans le stade à chaque week-end. T'as 35 000. C'est très bien. Ouais, donc leur ROI et leur métriques déjà financières par rapport à ce que eux imaginaient en tant qu'Américains, le modèle qu'ils avaient eux est complètement décalé par rapport à la réalité européenne. Quoi. Voilà. Il y avait ce premier point-là. Après, quand tu regardes Rhein-Fire, Francfort,
Tu regardes certaines franchises comme alors je pense que l'Angleterre ça a été mal géré, l'Écosse pareil ça fait 15-20 000, mais en Écosse pour eux c'est leur deuxième gros événement, mais les Américains ils regardent ça en disant il y a personne, 15 000, le stade fait 30 000. Calme-toi. Ouais. Le stade est à moitié plein et c'est le deuxième événement de l'année. Tu vois, ils avaient vraiment une vision différente. Ensuite, la NFL avait pas cette vision internationale à l'époque. C'était Pete Tagliabue qui avait cette vision-là, le commissionneur. Mais résultat des courses, quand le commissionneur a changé, eh ben, il y avait plus cette envie de pousser là-dessus. Et ils avaient pas vu aussi une autre chose, c'est que cette ligue leur développait des joueurs. Et ça, ils l'avaient C'est pas vu. c'est un pipe pour eux, pour les Exactement. gens venir Ça veut dire que ton joueur que tu viens de drafter, là, il n'est pas encore prêt, tu l'envoies 1 ou 2 années, et il te revient, c'est une superstar. Ou bien tu découvres des gens comme Kurt Warner. Tu vois? Ils n'avaient pas encore vu ça. Et c'est maintenant, il y a quelques années, qu'ils se sont dit, ah ouais, mais avant on avait ça, et c'est ça qui nous amenait des joueurs. Comment on peut le refaire? D'où les projets du SFL et tout ça. Qui ont germé, mais ils ont compris que ouais, on a besoin d'avoir quelque chose d'autre. Ok. Mais c'est même aussi, j'ai envie de te dire, eux, c'est super bien pour dire à un joueur en devenir, va te former en Europe, tu vas moins te faire casser, mais tu vas monter et tu vas pouvoir revenir. Mais en même temps, c'est de leur ouvrir des marchés parce que, tu vois, je prends l'exemple de la NBA, bah, t'as un Tony Parker, ou l'Espagne, t'as un Pau Gasol, t'as ces stars, t'as des Dirk Nowitzki, où en fait tu t'ouvres aussi des marchés d'Européens qui ensuite vont percer aux US et qui leur permet eux de se vendre mieux à l'international, comme tu dis. Enfin, si t'as une vraie strate internationale d'expansion, c'est que tu crées aussi ta notoriété sur d'autres marchés comme ça. Ouais, exact. Alors, eux, ils ont une vision différente. À l'arrivée de Roger Goodell, il a déconnecté le développement sportif et le développement de la marque. En se disant, j'ai pas besoin de développer la pratique pour développer ma marque NFL. Donc, plutôt que d'avoir une franchise, une NFL Europe, une ligue en Europe, bah, je vais faire des matchs de mes équipes en Europe. D'où les matchs de Londres, qui se sont développés de plus en plus. Et ils ont raison, hein. Ils ont développé la marque NFL sans nécessairement développer le football américain, qui prend du temps, qui est compliqué, faut dealer avec les autorités locales, faut comprendre leur mode de fonctionnement, les Européens sont totalement différents et tout ça, là, on met tout ça de côté, on organise que quelques matchs. Et ça a marché, ce développement-là. Ça a marché. Là où ça a calé, c'est qu'ils sont toujours en train de rechercher le Tony Parker, le Paul Gasol, parce que, bah, t'as pas développé la pratique. Et j'aurais tendance à te dire, c'est pas à toi de développer la pratique dans le pays des autres. C'est aux autres de développer leur pratique dans leur pays. Donc en fait, c'est un peu la première phase où tu fais connaître ta marque sans forcément faire plus de développement ou aller au-delà. Et c'est peut-être ce qu'ils essayent maintenant de faire. En tout cas, peut-être qu'il y a une autre stratégie, ou en tout cas de ce que je comprends avec ce qu'il y a à niveau NFL et ce qui se fait avec l'IFAF, c'est cette idée de se dire, on a eu cette première phase, on se rend compte que ça a bien marché pour la notoriété de la marque, les matchs maintenant aussi en Allemagne qui sont déplacés de Londres à Munich ou ailleurs. Et du coup, derrière, c'est de se dire maintenant, pour encore plus scaler, c'est d'essayer de développer la pratique et d'avoir des franchises et vraiment d'essayer d'embarquer les gens. Qu'est-ce qui te fait croire que la NFL veut développer des franchises? Pas forcément des franchises, mais en tout cas, le fait qu'il y ait une pratique. Ou en tout cas, qu'il y ait une communauté et qu'il y ait des gens qui jouent. Non? Ils le développent sur le flag. Mais qu'est-ce qui te fait croire qu'ils veulent le développer sur le football américain? Non, j'en sais rien, c'était plus une question. Hein. Moi, je pense pas qu'ils veulent le développer sur le football américain. Alors okay. Oui, ils parlent souvent de oui, on veut mettre une franchise à Londres, pourquoi pas une division et tout ça, lalali. Ça a déjà été fait par la NFL Europe, où il y avait des équipes nord-américaines et des équipes européennes. Et même si c'est faisable, hein, c'est compliqué quand même. C'est compliqué parce que
ben, tu vas délocaliser, pas pendant 3 mois, pendant 6 mois, voire 7 mois, toute une équipe américaine sur un territoire qu'ils ne comprennent pas. Moi, ce que je pense, c'est que s'il y a déjà la NFL a une stratégie de développement sur le flag qui est claire, qui est nette et qui est cohérente avec ce qui va se passer, c'est-à-dire une possible intégration aux JO. Ouais, pour LA 2028. Par contre, moi, ce que je voulais dire, c'était, je voyais pas les franchises américaines venir jouer pour l'Europe pour développer. Je voyais plus le fait de se dire, on crée une seconde division en Europe qu'on va aider, ou en tout cas, il y a le flag et il y a aussi le sport pro, mais qu'on peut aider sans forcément mettre nos équipes et toutes les NFL derrière, mais c'est de dire, on peut les aider à se structurer pour que ça devienne une sorte de deuxième division, parce que ça nous permet de répondre à nos objectifs stratégiques qui sont le développement de la marque, l'expansion business et plein d'autres objectifs qu'ils ont, sans forcément obliger les équipes de la NFL de jouer dans cette division. Ça sera deux divisions différentes, tu vois. Voilà. Alors, ça, je pense que ça va se faire sur le flag. Le flag va y avoir, ils vont mettre de l'argent, ils vont mettre le truc, ils veulent développer le flag à fond, parce qu'il y a des réels enjeux. Il y a des réels enjeux. Sur le foot américain, c'est plus compliqué. Et je pense que la NFL se rend compte que c'est compliqué de parler avec les clubs européens, les ligues européennes, les fédérations et tout ça, et que c'est fluctuant. Roger Goodell est là depuis plus de 10 ans. À la tête des fédérations, ça tourne tous les 4 ans, 8 ans, et c'est compliqué de maintenir une politique. Il y a moins de certitude, quoi. Voilà. Par contre, ce que je sais, c'est qu'ils regardent avec grands intérêts ce que nous faisons là avec cette nouvelle ligue européenne. Parce que vas-y, parle-en de ça. Parce que du coup, vas-y. Dans un premier temps, c'est une ligue qui a été montée par Patrick Ezoumé et Zeljko Karaca, qui sont deux personnes qui sont de Hambourg, qui sont allemands. Ça, c'est la première chose, c'est une initiative européenne. C'est pas comme la NFL Europe où il y avait plein d'Américains et quelques Européens. Non, c'est plein d'Européens, quelques Américains. Donc c'est un truc européen. Et ça, c'est important. Parce que ça développe les joueurs européens. Ok ? Et c'est une ligue qui a été montée parce que on a vu les limites du système fédéral et qu'il y avait d'autres choses à faire. Et donc, c'est une ligue privée qui a été montée avec un fonctionnement ultra professionnel. Patrick et Zeljko sont deux personnes qui ont bossé dans le sport en général et dans pas mal d'organisations d'événements sportifs. Donc, ils ont cette connaissance de l'organisation de l'événement. Et donc, l'ADN est européen et c'est financé, enfin, en gros, c'est ils ont levé, ou en tout cas, ils sont allés auprès d'investisseurs pour gérer cette ligue, ou pour en tout cas expliquer qu'ils avaient un produit avec un potentiel de croissance et que du coup c'est purement professionnel, tourné type business model entrepreneuriat, closed league, et pas du tout sur un système de gouvernance habituel fédéral comme non, pas du tout. Exactement. Okay. On est sur le fonctionnement plutôt proche de la NFL avec ses adaptations européennes, bien entendu, parce que on est européen et on s'adapte à nos situations, mais c'est un système qui a pu gérer et lever des fonds privés pour la majorité et qui ensuite a développé la structure, le business model et tout ça. Tu vois, c'est une vision différente par rapport à ce qui se fait dans le monde fédéral. Alors autant en Allemagne, ça pose des problèmes parce que ça s'est fait en opposition. Autant nous, on se positionne plutôt comme complément du monde fédéral. Oui, bah t'es plutôt l'élite, quoi. Plutôt que d'être sur le côté grassroots et tout. Comme t'as de toute façon pas vraiment d'élite, t'arrives sur cet échelon de élite pathway et t'arrives tout en haut et c'est là où tu prends la place, quoi. Voilà, parce que l'une des choses que en France on n'a pas compris, c'est que t'as beau avoir le club qui est super structuré, qui est mortel, qui fait quasiment du haut niveau. Si ta ligue, voilà, si t'es tout seul, où tu joues juste contre une équipe, mais personne va regarder. Ah ouais.
t'es pas intéressant. Parce que il y a pas de compétition. Et tout ce qui est intéressant dans le sport, c'est cette incertitude du résultat. Ce drame, Je sens que tu as été au CDES. rien que tu as à chaque match où il peut se passer tout et n'importe quoi. Et j'étais dans une équipe qui a dominé le championnat pendant 5 ans. Pendant 5 ans, on a gagné le titre. Et pendant 3 ans, on n'a pas perdu un seul match. C'était génial en tant que joueur, hein. Mais en tant que ligue, c'est catastrophique. Tu débutes la saison et tu te dis, la question c'est, qui sera en finale avec le Flash? Donc c'est catastrophique d'avoir quelque chose comme ça. Là, on a quelque chose de différent avec un équilibre compétitif qui est mis en place. 2, une ligue européenne. Ça veut dire, tout de suite, tu joues des équipes comme Berlin, tu joues des équipes comme Varsovie, Istanbul, ça attire l'œil. Et donc toi, en fait, tu serais plus en charge, tu serais en charge de monter la structure, en tout cas la franchise, l'équipe sur Paris. Ouais, mais la franchise, elle est déjà montée. Ok, donc la franchise est déjà montée, c'est déjà en cours, et c'est rejoindre la Ligue à partir de la saison prochaine? On a déjà rejoint la Ligue, et en 2023, on commence les activités. Ok. Et tu connais déjà ton calendrier et tes équipes. Du coup, tu sais que tu vas aller à Berlin, tu vas aller à Varsovie, tu vas aller à Istanbul, tu vas jouer toutes ces grandes équipes en Europe. Ça, c'est la chose qui est très intéressante, c'est que chaque match est un duel. Chaque match est un gros match. Tu joues que des gros matchs. Donc en fait, c'est l'initiative que la Super 8 avec les clubs de foot ont essayé d'avoir. Hein. Avoir une ligue privée comme ça où chaque match est un gros match. Ouais, c'est ta Super League à toi en Europe avec juste ton club, des meilleures équipes et des meilleures franchises. Voilà. Aujourd'hui, il y a combien de franchises à date? 18. 18. Et il y a des volontés d'aller à plus ou ça reste un championnat? Le projet, c'est d'aller jusqu'à 24. Ensuite, va y avoir cette phase de stabilisation et de prise de volume de ces franchises. Ouais. Tant au niveau sportif qu'au niveau de l'organisation. Parce que j'allais te demander, il n'y a pas trop des grands écarts, parce que du fait du niveau de maturité de chaque pays, de chaque appétence par rapport au foot américain et tout, même s'il y a de l'argent derrière qui permet de monter des structures, qui te permet d'avoir des joueurs, de monter des vraies franchises, quoi. J'imagine que t'as pas tout de suite 10 Real Madrid et 10 Manchester City et 10 PSG, quoi. T'as forcément un peu des classes d'écart. Non, mais c'est pour ça que le développement s'est fait vers des endroits où il y avait quelque chose de solide. Tu vois, tu viens en France, tu sais qu'il y a un niveau de jeu. Tu sais qu'il y a des joueurs, tu sais qu'il y a le potentiel, faut mettre la structure qui maximise ces joueurs. Tu vas en Italie, tu vas à Milan, tu sais qu'il y a quelque chose. À Milan, il y a quelque chose. À Barcelone, tu le sais, pareil. Là où c'est plus compliqué, c'est quand tu vas dans des pays comme, justement, la Turquie, où tu te dis, il n'y a pas forcément ce bassin, mais il y a une opportunité de bonne structure qui peut, d'ici 3-4 ans, développer le bon bassin. Ouais. C'est le mix entre ta performance sportive et ton côté aussi business par rapport à comment tu te positionnes et tout. Mais quand tu regardes, la Ligue des Champions au soccer et tu regardes un peu les clubs qui dominent, tu retrouves les mêmes, hein. Et tu retrouves des clubs. On parle plus d'équipes, là. C'est ça le truc où on s'est perdu, c'est qu'on disait ouais, ils ont une bonne équipe. Non, regardez pas l'équipe, regardez le club. Le club va fournir des bonnes équipes à chaque fois. Bayern Munich est un grand club qui fournit toujours des grandes équipes. L'accident au Bayern de Munich, c'est quand ils sont deuxième. C'est un accident. Ça veut dire que la place auquel tout le monde aspire, deuxième, pour eux, c'est un accident. Ils ont inscrit dans leur statut qu'ils allaient gagner. Real Madrid, pareil. Barcelone, pareil. Ce sont des grands clubs. Et les grands clubs fournissent des grandes équipes. Si tu pars de l'inverse et que tu dis ils ont une bonne équipe, donc on va les mettre ici
et on va faire, une fois que t'as pas inscrit dans les statuts de ta structure que t'allais gagner. C'est Et donc, beaucoup moins périn, quoi. l'équipe C'est va moins beaucoup moins bien, soutenable. tout est remis en cause. Ouais. Faut Du coup, avoir vous un- êtes là pour mettre des fondations solides et avoir des vraies structures qui permettent d'avoir un niveau de jeu qui est toujours sur l'excellence. Voilà. Donc tu pars de la structure et pas de l'équipe. La structure va te fournir une bonne équipe. Et si la structure fonctionne bien, t'auras des bonnes équipes. Par contre, si tu pars de l'équipe, c'est une photographie à un moment. À un moment, l'équipe peut être très forte. Mais dans 5 ans, on en est où? Quand les mecs ont pris leur retraite, ou bien que leur vie elle a changé, que le gars il a 2, 3 enfants, eh Tu ben, dois être sûr d'avoir les fondations solides pour t'assurer que t'as ton roster derrière, que t'as ta voilà. capacité de sourcing et tout. Ah, ouais, je vois. Ok. Donc, Et du coup, pour toi, là, les enjeux, enfin, parce que c'est monter une franchise, je vais pas dire from scratch, parce que forcément, il y a de la due diligence, et si on vient à Paris, c'est qu'on sait qu'il y a un marché, on sait qu'il y a des talents. Enfin, on choisit pas par hasard les lieux, comme tu viens de l'expliquer, mais du coup, toi, dans ta position là je veux dire, président de cette franchise, c'est quoi aujourd'hui les principaux enjeux ou missions que tu as là par rapport à ça? alors, c'est comme on a parlé, la structuration, les sites. 2, le mode de fonctionnement. Et ça, c'est pas par ordre d'importance. Hein. Le mode de fonctionnement et l'identité de cette franchise. Alors, de l'identité, on va tout décliner. Hein. De l'identité, ça sera la manière de travailler, les exigences, les objectifs et tout ça. Et puis 3, c'est le modèle économique. Et les 3 points ne sont pas dans l'ordre de priorité. Hein. Ouais, je vois bien. Mais Ok. là, je suis sur un modèle économique où, attention, si je me plante, il y a personne, il y a pas une ville ou bien un truc comme ça qui va dire t'inquiète, on couvre les. Là, Tu veux pas arriver avec moins 100 000 ou moins 2 millions ou moins 3 millions et t'inquiète, il y a ça pas passe, il y ça. a une subvention qui viendra, quoi. Voilà, non. Là, t'es responsable financièrement. Ouais, enfin, c'est surtout que tu as face à toi des investisseurs qui disent, OK, on accepte, on voit le potentiel, on est prêt à te donner de l'argent, on accepte que Quel est mon tu sois capable de l'investir, pas de le burner, mais de l'investir, mais c'est que dans 4-5 ans, on attend un return qui est différent, quoi. Voilà. Tu vois, c'est. Ok. Du coup, t'es chaud pour le challenge, quoi. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Pour toi, ça fait pas de doute qu'il y a, ça peut vraiment cartonner, quoi. Ah Enfin, oui, j'imagine, de toute façon, ça peut vraiment cartonner. On a une place à prendre. On a une identité. Ça peut être quelque chose d'énorme. Mais il faut qu'on le fasse bien. Et c'est quoi la temporalité un peu parce que là, tu vois, on est quoi? On est fin octobre 2022. C'est quand le premier match? Premier match a lieu en juin 2023. Ah ouais, c'est demain, Donc, quoi. là, Limite, c'était hier. voilà, tu vois, c'est maintenant, quoi. Je suis en plein dedans, tu vois. Je vais Mais me vous avez raccrocher les là. joueurs, vous avez la structure et tout ou... Ah, on a bien avancé. C'est en cours. Ok, Ouais. c'est en cours. Après, il y a l'aspect communication qui Ouais, a ouais. géré, mais ouais, c'est bien. On est Ok. content, Ok. on est content. Ok. On est content là-dessus. Franchement, enfin, moi, je vais le dire à titre perso, je trouve ça génial. Perso, pour nous, ce qu'on défend, bon, à la source ou autre, mais je dis pas, je suis contre le système fédéral ou autre, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a une certaine forme de gouvernance qui a atteint certaines limites. On se rend compte qu'il y a des modèles type overtime qui arrivent, tu prends le pickleball, enfin, t'as tous les sports traditionnels qui sont en train de se faire challenger sur des nouvelles formes, de nouvelles compétitions parce que ça répond aux nouvelles attentes des fans, ça répond à des nouvelles métriques économiques et financières, et ça répond en fait aux besoins de rester pertinent. Et tu vois, je peux pas m'empêcher de me dire quand je t'entends que ouais, c'est hyper ambitieux et en même temps c'est hyper excitant d'avoir ça qui arrive en Europe sur les villes principales, enfin sur les capitales européennes, avec un projet complètement nouveau et complètement différent de ce à quoi on est habitué en Europe, tu vois. Bah, et puis, ça arrive au bon moment. On est dans une période où on a, alors même si nous on le dit plus fort, la majorité du monde du monde sportif a compris que notre modèle
avait atteint un plafond et attention, le modèle est bon. Notre modèle est bon et nous correspond. Mais si on veut aller plus loin, faut qu'on évolue avec ce modèle. Garder nos bases et évoluer avec ce modèle. Donc, il y a quelque chose à créer. Tu crées quelque chose de nouveau qui va faire unique. que en France, on va pouvoir aller plus loin et le faire d'une manière française. Tu vois, c'est ça qui est cool, c'est que c'est pas comme la NFL Europe où c'est les ricains qui te disent ouais, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Stop. Chez moi, je sais quoi faire. Tu me laisses. Je connais la culture, je peux m'inspirer de vos meilleures pratiques et tout ce que vous m'avez enseigné en mode rigueur, intensité, tout ça. Par contre, je vais le faire à la méthode française parce que je sais ce qu'il y a sur mon territoire. Qui correspond aux Français, fait par les Français pour les Français. Tu vois. Okay. Donc ça, c'est... Et puis qui te fait une vraie identité et une vraie image de marque aussi. Exactement. Tu vois. Et ça, c'est l'une de mes fiertés quand je me suis lancé dans ce projet, c'est on va faire un truc pour nous. Pour les joueurs français, par des Français, au bénéfice des Français, tu vois. C'est ça qui est top. Et ça peut nous aider à nous rappeler notre identité. Tu vois, c'est tout bête, mais quand on a défini les valeurs de la franchise, eh ben, les 3 premières valeurs qu'on a mis, ça ne pouvait être autre que liberté, égalité, fraternité. On ne pouvait pas partir avec autre chose. On est dans une ligue européenne, tu dois avoir ton identité, et notre identité, on est Paris, on est la France, eh ben, tu es obligé de partir avec ça. Tu vois, pour nous, c'était évident. C'était une évidence, quoi. Voilà. Et après, il y a les 2. On a rajouté 2 valeurs, c'est excellence et classe, qui qualifient plus Paris. Mais rien qu'à nos valeurs, tu peux dire qui on est. Ouais, je vois bien. Et puis tu vois le projet derrière. Tu caches le logo, tu caches tout ça, tu mets la liste de valeurs, et tu dis ouais, ça c'est les Français. Ouais, non mais je vois très bien. Ouais, je vois bien. Ouais, et puis c'est vrai, la classe, enfin la fashion, ça va, ouais, je vois. Et ça, c'est important, surtout dans une période où on se pose des questions sur l'identité française, alors que l'identité française, elle a toujours été la même. Ouais, non mais et elle est très simple à retrouver. C'est marqué sur tous les bâtiments. Eh ben, putain, c'est un beau projet, hein. Bon courage. C'est vraiment fun, vraiment fun. Okay. Puis à la fin de ça, ben le but c'est de créer une institution qui représente bien le pays et la ville, et dont tout le monde puisse être fier. J'ai limite envie de te donner rendez-vous dans peut-être pas le mois de juin parce que tu vas être un peu occupé, tu vois, mais peut-être 3-4 mois ou 5 mois après le lancement, donc d'ici 1 an en fait, tu vois. Bah ouais. Et de reprendre date et de se dire vas-y, où est-ce que vous en êtes, comment ça a évolué, le projet, l'équipe, les fondations aussi du business, du management derrière, la structure, comment ça évolue, quoi. Bah, franchement, je prends rendez-vous, oui, vas-y, avec plaisir même. Non, mais c'est, enfin, tu vois, un projet d'une nouvelle ligue comme ça, d'une envergure et qui a autant d'ambition et qui veut créer le sort de la Super League côté foot US, c'est top. Mais j'en aurais rêvé que ça aurait pas été. Mais du coup, t'as des journées de fou, non? Tu dors quand? Pas beaucoup. Parce que d'autant plus que je commente la NFL. Ouais, sur BeIN. Et donc, les nuits sont pour la NFL. Les journées sont pour le travail. La ligue. Ouais, ok. Et à un moment, il y a la famille qui vient, et heureusement que proche. Et après, il y a le vrai boulot qui est la famille derrière. Ouais. Parce que les enfants, ils calculent pas trop ces aspects-là. Ouais, tu montes une franchise et tout ça. Non. Mon fils qui connaît le football américain, tu vois, il est autour de tout ça depuis un bout de temps.
Et c'est marrant, hein. Il est auteur de tout ça depuis un bout de temps, mais il s'y intéresse pas, ça le branche pas. Par contre, l'autre jour, il est venu me voir, il m'a dit, ouais, papa, faut que tu me montres comment lancer le ballon, là, je vais te lancer le ballon et tout ça. Je suis, ah ouais, tu veux lancer le ballon? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, j'ai vu Achille 21. Je suis quoi? Donc, il a été au contact toute sa life, mais c'est parce qu'il l'a vu dans un manga que là, il se dit, ouais, c'est cool. Ouais, bah bienvenue dans notre monde. Ou un jour, il l'aura vu sur TikTok ou un truc comme ça, où il aura vu un influenceur le faire, et ce sera la même chose. Ce sera la même chose. Bon, écoute, en général, on finit un peu les podcasts. Je sais pas si ça va être une inspiration côté famille avec tes enfants ou autres, mais on aime bien finir sur un livre, un film, une série ou une recommandation que tu aurais pour nos auditeurs, enfin pour les gens qui nous écoutent et tout, sur ouais, quelque chose à partager, quelque chose qui t'a inspiré ou quelque chose que tu auras envie de partager, que ce soit un film ou une anecdote ou autre chose. Hein. Alors, moi, j'adore les films. Hein. Tu vois, tu me dis, ouais, top 3 des films, je suis incapable de dire un top 3 tellement que j'ai de films dans la tête. Mais si vous voulez découvrir le football américain, il y a 2 films que je vous conseille. Le premier, c'est Friday Night Lights, le film qui représente un peu l'âme du football américain. Okay. Vous allez dedans va y avoir beaucoup de l'âme du football américain. Et Any Given Sunday, il est génial aussi, mais c'est plus l'esprit professionnel du football américain. Okay. Mais l'âme, c'est Friday Night Lights. Je me rappelle plus, je le connais bien, Any Given Sunday, je me rappelle plus comment il est traduit en français, c'était L'enfer du dimanche. Ah, c'est ça, l'enfer du dimanche. Ouais. C'est ça, ouais. L'enfer du dimanche. C'est plus l'esprit, mais l'âme du football américain, je trouve vraiment dans Friday Night Lights. Qui est vraiment c'est bien noté. Top pour ça. Après, merci à toi pour ton temps. Et puis surtout, je vais te laisser tranquille pour que tu puisses bosser un peu. Mais merci en tout cas pour tout ça. Tu vois, ça fait déjà plus d'1 heure et moi le temps il a complètement défilé. Donc merci, c'était super. Bah merci à vous. Puis on se donne rendez-vous dans 1 an, on fera le bilan. Allez, parfait. Merci à toi. Salut. Salut, au revoir. Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité, sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Le Corner. Le Corner.